ma sœur avait organisé le Noël familial dans mon chalet sans m'inviter et avait falsifié ma signature pour s'approprier le chalet. Quelque temps plus tard, justice a été rendue. J'ai 36 ans et j'ai passé une grande partie de ma vie d'adulte à faire semblant que l'exclusion ne faisait pas mal, que les liens familiaux ne pouvaient pas m'étouffer. Mais cette année, quelque chose s'est brisé, ou peut-être que ce qui était déjà cassé depuis longtemps s'est simplement révélé. Je m'appelle Grégoire. Je suis l'aîné de 3 frères et sœurs. Moi, ma sœur Aurore, âgée de 33 ans, et notre jeune frère Loïc, de 29 ans. Enfant, j'étais le garçon tranquille, pas vraiment timide, mais plutôt celui qui était toujours censé tout comprendre. Quand Aurore faisait des caprices, on me disait d'être patient. Quand Loïc échouait à une matière ou abîmait la voiture de papa, on me disait, ne sois pas si dur avec lui, Grégoire. Il cherche encore sa voie. C'était la bande-son de mon enfance. Tu es responsable, tu es facile à vivre, tu es celui qui ne nous inquiète pas. Avec le temps, cela a cessé de ressembler à un compliment et a commencé à être ressenti comme un rejet silencieux. Je suis parti de la maison à 18 ans pour aller à l'université et je n'y suis jamais vraiment retourné. L'université n'a pas été facile. Je vivais avec des budgets serrés, je mangeais ce qu'il y avait de moins cher et j'ai dû apprendre à me débrouiller seul. En même temps, je devais maintenir mes notes, rendre mes projets et travailler pour couvrir mes dépenses, jour après jour. Quand j'ai finalement obtenu mon diplôme, après beaucoup d'efforts, je me suis senti accompli et prêt à conquérir le monde. J'ai alors commencé à construire ma propre entreprise technologique à partir de zéro, affrontant de longues journées de travail, prenant des décisions difficiles et passant de nombreuses nuits blanches à essayer de tout faire fonctionner. Presque épuisé à 30 ans, j'ai réussi à la vendre pour plus d'argent que ce dont j'aurais probablement besoin dans toute ma vie. Cependant, j'ai gardé mon succès sous silence, sans grandes annonces, sans voiture de luxe dans le parking. Ça n'a jamais été mon truc. Je conduis toujours une Peugeot de 10 ans. Je porte mes vêtements jusqu'à ce qu'ils se décolorent et je n'ai jamais mentionné à ma famille que je suis techniquement à l'aise financièrement. Pas parce que je voulais les tester ou par goût du drame, mais parce que je savais que l'argent changerait leur façon de me voir, et pas en bien. Aurore, en revanche, a toujours vécu pour les apparences. Sa vie tourne autour des publications sur les réseaux sociaux montrant des petits déjeuners familiaux spontanés, où tout le monde porte mystérieusement des tenues coordonnées. Elle documente chaque instant comme si elle produisait un film de Noël. Des sourires soigneusement répétés, des coussins décoratifs de saison et des scènes parfaitement composées. Elle est mariée à Fabien, tout aussi obsédé par l'image. Ils ont 2 enfants, Jules, 6 ans, et la petite Nina, 4 ans. Aurore les appelle ses miracles et insiste pour que les autres les appellent les petits bouts. Un surnom qui me donne sincèrement la chair de poule chaque fois que je l'entends. Loïc, mon frère, passe son temps à flotter. C'est la meilleure façon de le décrire. Un mois, il vend de l'immobilier, le mois suivant, il conçoit des jardins, et le mois d'après, il lance un podcast sur le bien-être masculin qui disparaît après 3 épisodes. Malgré tout, il a toujours eu un charme facile et désarmant, capable de faire en sorte que chacun se sente comme la personne la plus importante de la pièce. Ça a marché avec mes parents. Et soyons honnêtes, ça marche toujours. Nos parents, Geneviève et Raymond, sont compliqués. Ma mère se dit brutalement honnête, même si en réalité, elle est parfois simplement impolie. Mon père est plus silencieux, mais il n'en est pas moins passif-agressif. Ils ont de bonnes intentions, ou du moins ils s'en convainquent. Au fil des ans, leurs gestes et commentaires qui semblaient autrefois accidentels ont commencé à paraître délibérément blessants. Comme lorsqu'ils ont oublié de me prévenir pour la fête de fiançailles de Loïc et ont ensuite insisté sur le fait qu'ils pensaient que je ne pourrais de toute façon pas y aller. Ou quand je leur ai offert un voyage en Provence pour leur anniversaire et qu'ils ont passé tout leur temps à publier des photos avec la légende « Merci à notre merveilleuse Aurore d'avoir organisé ça », comme si je n'existais pas. Mais ensuite est arrivé ce Noël qui a tout changé. J'habite à Paris depuis 5 ans, mais l'été dernier, j'ai acheté un chalet dans les Alpes, en Haute-Savoie près de Megève, à plus de 600 km de mon appartement. Un endroit avec d'immenses baies vitrées, une cheminée imposante et suffisamment d'espace pour que toute la famille puisse se réunir confortablement. J'ai pensé, peut-être naïvement, que cela pourrait être le début de quelque chose de nouveau, une tradition différente. En septembre, je leur ai proposé le chalet comme destination pour Noël. Je leur ai envoyé des photos par courrier électronique, j'ai décoré l'endroit à l'avance et j'ai bloqué toute la semaine dans mon calendrier.
personne n'a répondu à un seul message. Puis, en novembre, ma mère a mentionné nonchalamment qu'Aurore avait proposé d'être l'hôtesse cette année dans sa propre maison. C'est plus logique avec les enfants, a-t-elle dit, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ce commentaire m'a frappé plus que je ne l'aurais cru. J'avais préparé le chalet depuis des mois, décoré, prêt, pensé pour tout le monde. Et maintenant, de la manière la plus désinvolte, j'apprenais que Noël était déjà décidé, organisé, bouclé, sans compter sur moi pour quoi que ce soit. J'ai hoché la tête, je lui ai dit que je comprenais, mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Mais le pire, c'est que j'ai continué à attendre. J'ai pensé qu'ils appelleraient peut-être plus tard. Que quelqu'un dirait, « Eh, tu viens toi aussi ?» Même si c'était à la dernière minute. Je ne demandais pas grand-chose, un dîner tranquille, peu de monde, passer du temps en famille. Mais les jours ont passé et personne n'a appelé, personne n'a écrit, personne ne m'a invité. Noël a été organisé et planifié. Malgré cela, je me suis répété que tout allait bien. J'étais à Paris. La famille serait chez Aurore, quelque part en région parisienne, et le chalet resterait simplement vide cette semaine-là. Je pouvais passer Noël seul, inviter quelques amis, aller faire des randonnées en raquettes si je montais là-bas, commencer une nouvelle tradition. J'ai essayé de ne pas le prendre personnellement. J'ai même envoyé des cadeaux à la maison d'Aurore pour les enfants, emballés, étiquetés, sans drame, juste pour qu'ils sachent que je n'avais pas disparu. Et puis est arrivé le matin de Noël. J'étais dans mon appartement à Paris, buvant mon café devant la fenêtre, regardant la grisaille hivernale, quand mon téléphone a vibré avec une notification. Aurore m'avait identifié sur une photo publiée en ligne. La légende disait « Matin de Noël avec toute la famille, tellement béni ». Je l'ai regardé pendant une minute entière avant de l'ouvrir. Ils étaient tous là, mes parents, Aurore, Fabien, Loïc, les enfants, et même ma tante Simone, que je n'avais pas vue depuis des années, assis autour d'une énorme cheminée que j'ai reconnue parce que c'était la mienne. Ils n'étaient pas chez Aurore, ils étaient dans mon chalet en Haute-Savoie, tous sans exception. Je ne leur avais pas donné le code d'accès, je n'avais jamais dit qu'il était disponible. Je ne les avais même pas prévenus que je n'y serais pas, car personne ne m'avait invité à quoi que ce soit. Et pourtant, ils étaient entrés, s'étaient installés comme chez eux et avaient publié cela comme s'il s'agissait d'une réunion de famille tout à fait normale. J'ai zoomé sur la photo, mes coussins décoratifs, mon tapis, et la tasse dans la main de mon père avec les bréchures sur le bord, celle-là même qui avait été faite quand je l'avais fait tomber le mois dernier. Ce n'était pas une coïncidence. Tout était là comme je l'avais laissé. C'était délibéré. La colère est montée lentement, comme une marmite qui commence à bouillir, d'abord l'incrédulité, puis l'humiliation et finalement quelque chose de plus profond. La trahison. J'ai fait défiler le reste de la publication d'Aurore. Des dizaines de photos, les enfants ouvrant des cadeaux sous mon sapin. Ma mère et Aurore préparant des biscuits dans ma cuisine. Loïc portant un toast avec l'un de mes verres à whisky en édition limitée. Pas un message, pas un appel, pas une seule mention qu'ils utilisaient mon espace. J'ai failli jeter mon téléphone à l'autre bout de la pièce. Au lieu de cela, j'ai pris une grande inspiration, j'ai ouvert les commentaires et j'ai écrit « Tout est très beau. Au fait, le chalet où vous êtes est à moi. Les locataires emménagent le 3 janvier. » J'ai publié le commentaire et je l'ai laissé là. Ce n'était pas une menace en l'air, j'avais déjà des locataires confirmés pour après le nouvel an, ce qui signifiait que la famille allait devoir quitter le chalet avant cette date, peu importe combien de temps ils avaient prévu de rester. 3 minutes plus tard, la publication d'Aurore a disparu. Le silence qui a suivi a été assourdissant, puis mon téléphone a commencé à vibrer. 61 appels en l'espace d'une heure, 14 messages vocaux, tous de mes parents, d'Aurore, de Loïc, et même de Fabien. Les messages tombaient comme de la grêle. « Grégoire, on peut parler ? Pourquoi as-tu fait ça ? Ne gâche pas ça pour les enfants. » C'était un malentendu. Mais était-ce vraiment un malentendu ? Au fond de moi, je savais que non. Je suis resté debout dans mon appartement, regardant par la fenêtre pendant que le téléphone vibrait sur le comptoir de la cuisine. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai ressenti aucune culpabilité. Je me suis senti éveillé et j'ai su à cet instant que je n'allais pas laisser passer ça. Pas cette fois. Pendant les premières heures, j'ai ignoré les appels. J'ai mis le téléphone face vers le bas,
j'ai laissé la vibration devenir un bruit de fond et j'ai essayé de calmer la tempête qui se formait dans ma poitrine. Mais quand les messages vocaux ont commencé à s'accumuler, 14 à la fin de la journée, j'ai su que je devais les écouter. Pas parce que je voulais faire la paix, mais parce que j'avais besoin de savoir à quel point la trahison était profonde. Le premier était de ma mère. Avec cette voix douce qui cachait toujours un tranchant que je connaissais trop bien. Grégoire, chéri, je crois qu'il y a eu un grand malentendu. Nous pensions que tu étais occupé et que tu n'allais pas venir, et Aurore a dit que ce serait bien d'utiliser le chalet. Tu n'as jamais dit que tu allais l'utiliser, et ce n'est pas comme si nous avions abîmé quoi que ce soit. S'il te plaît, n'exagère pas, appelle-moi. Le deuxième était de mon père. Voix grave et rigide. Grégoire. Ce n'est pas la façon de gérer les choses. La famille discute de ses problèmes. Ne fais pas de cela une question de possession. Appelle-nous. Ensuite, il y a eu Aurore. Mon Dieu, Grégoire. Sérieusement, tu vas faire entrer des locataires dans le chalet juste après les fêtes et sans prévenir? Tu nous as tous choqués. Tout le monde est contrarié, surtout les enfants. Jules a pleuré. Nina a demandé pourquoi l'oncle Grégoire était méchant. Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais c'est très égoïste. Ce message m'a presque fait rire. J'étais l'égoïste pour avoir réclamé mon propre espace après qu'il s'y soit faufilé, et organisé une fête et les publier sur les réseaux comme s'il s'agissait d'un conte de fées familial auquel j'étais trop froid pour participer. Le message vocal de Loïc était bref. Frérot, je ne sais pas à quoi rimait ce commentaire, mais tu as besoin de te calmer. De toute façon, tu n'allais pas venir. Tu avais sûrement des choses à faire. Personne n'a pensé que ça t'importait. Ne brûle pas les ponts pour ça, frérot. C'est Noël. C'est alors que le feu en moi a vraiment commencé à bouillir. Je m'étais calmé toute ma vie, laissant passer les choses, ravalant ma douleur, riant des affronts comme s'il s'agissait de simples bizarreries familiales. Mais ce n'était pas un oubli. C'était ma famille tout entière décidant que je n'avais pas d'importance. Pas assez pour m'inviter, pas assez pour me demander, ni même assez pour me prévenir. Et en plus, ils me traitaient d'égoïste. Je n'ai pas répondu ce jour-là ni le suivant. J'ai éteint le téléphone, j'ai fermé les stores et j'ai laissé passer les heures dans le silence de mon appartement. Le troisième jour, quand je suis finalement allé vérifier ma boîte aux lettres, une grande enveloppe m'attendait. Un courrier recommandé d'une agence immobilière de la région de Megève. Confus, je l'ai ouverte. C'était un contrat de location pour le chalet, signé, scellé, avec toutes les coordonnées complétées. Et le nom qui apparaissait comme propriétaire autorisant la location était le mien, Grégoire. Mais je n'avais rien signé. Je n'avais jamais contacté aucune agence. Mes mains ont commencé à trembler pendant que je continuais à lire. Le nom du locataire à qui la propriété serait remise était Aurore. Durée du contrat, 1 an. Date de début, le 15 décembre. Tout s'est mis en place d'un coup, et c'était pire que je ne l'imaginais. Aurore n'était pas entrée dans le chalet par impulsion ou par négligence. Elle l'avait planifié des semaines auparavant. Elle s'était rendue en personne à l'agence immobilière avec des documents falsifiés l'accréditant comme ma représentante légale autorisée. Avec ces papiers, l'agence lui a remis le code d'accès directement depuis son système, a géré des copies des clés et a traité le contrat de location avec mon nom et ma signature, également falsifiés. Son plan n'était pas seulement d'utiliser le chalet pour passer Noël en famille. Son plan était de le garder, de le louer par l'intermédiaire de l'agence, de percevoir les revenus mensuels d'une propriété qui ne lui appartenait pas et de déposer cet argent sur son compte. Tout cela pendant que je ne savais rien. La réunion de famille le jour de Noël n'était que le premier mouvement, la façon de prendre possession de l'endroit avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Jointe au contrat se trouvait une note de l'agent immobilier. Merci d'avoir finalisé ceci. Nous avons reçu le contrat signé et les copies des clés de la part de votre sœur la semaine dernière. Nous sommes ravis d'avancer avec l'association de gestion immobilière. Veuillez nous faire savoir quand vous souhaitez fournir les informations pour le dépôt direct des revenus locatifs. J'ai fixé cette dernière ligne pendant un long moment. Revenus locatifs. Les revenus de ma propriété déposés sur son compte mois après mois, pendant que je restais dans l'ignorance totale. Le lendemain, je me suis rendu au cabinet de mon avocate. Delphine est mon avocate spécialisée en droit immobilier depuis des années, calme, directe et farouchement compétente. Quand je lui ai montré le contrat,
elle a sifflé doucement. C'est presque de l'escroquerie, a-t-elle dit en feuilletant les pages. Définitivement une usurpation d'identité. Elle a signé en votre nom, sans votre consentement, a géré l'accès à votre propriété et a mis en place un accord de perception des loyers en votre nom. Elle a de la chance que l'agence n'ait pas encore transféré de fonds, sinon elle serait dans une situation bien pire. Je ne savais même pas quoi dire. Je suis resté assis, m'agrippant au bord de la chaise, comme si le sol bougeait sous mes pieds. Delphine s'est penchée en avant. Grégoire, je sais que c'est la famille, mais vous devez décider jusqu'où vous êtes prêt à aller. Nous pouvons arrêter ça, mais ça peut devenir compliqué. Compliqué. Ce mot a résonné dans ma tête toute la journée, parce que les choses étaient déjà compliquées. Elles l'étaient depuis des années. C'était simplement la première fois que je ne pouvais pas faire semblant du contraire. Je n'ai pas appelé ma sœur, je ne l'ai pas confrontée, je voulais l'entendre de sa propre bouche, je voulais voir si elle serait capable de me mentir en face. Alors, quand ma mère a rappelé, son 4e appel de la journée, j'ai répondu. Allô, ai-je dit sèchement. Oh, chérie, a-t-elle répondu avec un soupir, comme si nous étions au bord d'une réconciliation. Quelle joie que tu répondes. J'ai été très inquiète. Vraiment, ai-je demandé, parce qu'il semble que tout le monde s'est très bien amusé. Il y a eu une pause. Ce n'était pas personnel, Grégoire. Tu es toujours si occupé. Et Aurore avait tout planifié. Planifié, ai-je dit, la voix tendue. Donc, vous saviez que c'était mon chalet? Une autre pause. Eh bien, oui, mais elle a dit que tu ne l'utilisais pas et a pensé que ce serait bien pour tout le monde. Maman, Aurore n'est pas seulement entrée dans mon chalet sans permission, ai-je dit. Elle a également signé un contrat de location à mon nom. Elle s'est fait passer pour moi auprès d'une agence immobilière, leur a remis des copies des clés et leur a donné le code d'accès. Le plan était de mettre ma propriété en location, de percevoir l'argent chaque mois et de le garder. Tout ça sans me dire un seul mot. Le silence qui a suivi était différent du précédent. Plus lourd. Qu'est-ce que tu dis, a chuchoté ma mère. Ce que tu as entendu. Elle a falsifié ma signature sur des documents légaux pour louer une propriété qui ne lui appartient pas. Ce n'est pas un malentendu familial, c'est une fraude. Ce n'est pas possible, a dit maman. Aurore ne ferait pas ça. Elle l'a fait. J'ai les documents entre les mains. Encore du silence. Puis, avec une voix qui essayait de minimiser la situation, eh bien, peut-être qu'elle a pensé que tu avais changé d'avis. Tu n'as jamais dit que tu allais l'utiliser. Je n'ai jamais dit que vous pouviez l'utiliser, ai-je répliqué, et encore moins le louer pour garder l'argent. Te rends-tu compte de ce que tu es en train de me dire? Elle a soufflé. Est-ce que tu n'exagères pas, Grégoire? C'est la famille. Parfois, nous faisons les choses de manière informelle. Falsifier ma signature auprès d'une agence n'est pas informel, maman. C'est illégal. Elle a fait claquer sa langue. Pourquoi es-tu si dur? C'est Noël. La voilà de nouveau. Cette vieille culpabilité, mais cette fois, ça n'a pas marché parce que tout le monde avait pris une décision. Non, ai-je répondu. Vous avez choisi d'agir dans mon dos. Vous avez choisi de m'effacer, alors ne me parlez pas de Noël. Après cela, j'ai raccroché, et c'est la dernière fois que je lui ai parlé de la semaine. 3 jours plus tard, Loïc a débarqué à Paris. J'ai ouvert la porte et je l'ai trouvé là, avec son sourire gêné et les mains dans les poches d'une veste en cuir beaucoup trop chère. Frérot, a-t-il dit, parlons. Je n'ai pas bougé. Comment savais-tu où j'habite? Aurore me l'a dit, a-t-il répondu sans ciller. Elle a pensé qu'à ce stade, tu te serais déjà calmé. Je me suis écarté, pas parce que je voulais lui pardonner, mais parce que j'avais besoin de réponses. Nous nous sommes assis dans le salon. Je ne lui ai rien offert à boire. Loïc a regardé autour de lui. C'est sympa ici. Je ne savais pas que tu t'en sortais si bien. Cela m'a mis mal à l'aise. Je garde mes affaires privées. Oui, lui ai-je répondu sèchement. Il y a eu une longue pause. Je ne savais pas pour le contrat, a-t-il fini par dire. Je le jure. Je pensais que tu l'as laissé utiliser l'endroit. Et tu n'as pas trouvé bizarre que je ne sois pas là, ai-je demandé. Que je n'ai rien publié, pas appelé ni fait d'apparition? Il a haussé les épaules.
Je pensais que tu prenais du temps pour toi, encore une fois. Tu es difficile à lire, frérot. Je n'ai pas répondu. Loïc s'est penché en avant. Écoute, je comprends que c'était mal, mais tu sais comment est Aurore. Elle croit que tout lui appartient par défaut. Ça a toujours été comme ça. Elle a franchi une limite cette fois, lui ai-je répondu. Je sais, a-t-il dit rapidement. Et elle le sait. Mais si tu portes plainte ou intentes une action ou quelque chose comme ça, maman va s'effondrer. Papa aussi. Tu vas détruire la famille pour ça. Ils l'ont déjà détruite, ai-je dit. Il s'est frotté la mâchoire. Et maintenant quoi, a-t-il demandé. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais je ne vais pas balayer ça sous le tapis. Il est parti peu après, me regardant comme s'il cherchait encore un moyen d'arranger les choses, mais il n'a pas pu. Il n'a plus discuté et ne s'est pas excusé non plus. Ce soir-là, j'ai reçu un message d'Aurore. Loïc m'a dit que tu étais sérieux à propos de ça. Grégoire, tu vas vraiment détruire notre famille pour un chalet? Tu as toujours eu une tendance au drame, mais là c'est trop. Lâche cette rancune. J'ai regardé le message pendant un long moment. Puis j'ai écrit une seule phrase et je l'ai envoyée. J'ai lâché beaucoup de choses, Aurore, mais ça, je n'ai pas l'intention de le lâcher. Et c'est alors que tout a commencé à s'effondrer. Les conséquences n'ont pas été bruyantes. Elles ne se sont pas abattues avec fracas. Il n'y a pas eu de confrontation dramatique. Ce fut plus silencieux que ça, plus étouffant, comme la lente avancée de l'air froid sous une porte. Le genre de silence qui bourdonne en fond et vous donne la chair de poule. Pendant les semaines qui ont suivi, le groupe de discussion familiale est resté silencieux. Je ne m'attendais pas à des applaudissements pour m'être défendu, mais ce silence synchronisé était déconcertant. Personne n'a dit un mot, pas même les messages passifs-agressifs habituels. C'était comme s'ils m'avaient extrait avec précision. Techniquement, j'étais toujours là, mais je n'étais pas le bienvenu. Janvier est arrivé vite. La famille avait quitté le chalet avant le 3 janvier. Dès que l'histoire du contrat falsifié a été découverte et que toute la vérité a éclaté, ils n'ont eu d'autre choix que de rassembler leurs affaires et de partir. J'ai pris le train de Paris à Megève 2 jours avant la remise des clés pour superviser la transition, les cartons, les signatures, les visites et les clés prêtes à être remises aux nouveaux locataires. J'ai changé les codes de la porte, j'ai mis à jour l'annonce avec l'agence de gestion uniquement à mon nom, et j'ai retiré toutes les clés de rechange qui pouvaient encore circuler. J'avais tout sécurisé, au sens propre comme au figuré, et pourtant l'endroit semblait vide. Pas parce qu'il me manquait, mais parce que j'ai réalisé, peut-être pour la première fois de ma vie d'adulte, que la version de la famille que j'avais poursuivie n'existait pas. Non, en fait, cela avait toujours été une illusion, fragile, scénarisée, retouchée numériquement par des personnes qui souriaient largement pour la carte de Noël et qui vous effaçaient de l'image dès que vous deveniez gênant. Cette dernière nuit, la nuit précédant la remise des clés, je me suis assis seul dans le chalet, par terre enveloppé dans une couverture, en buvant un thé au goût amer. Les meubles avaient été nettoyés, les décorations emballées. J'avais toujours su que j'allais le louer, que la majeure partie de l'année, il serait occupé par des étrangers, mais dans un coin de ma tête, j'avais gardé l'idée qu'au moins une saison, quelques jours par an, je pourrais en profiter avec ma famille. Qu'il y aurait des Noëls ici, ou des semaines d'été, ou simplement un week-end où tout le monde viendrait sans avoir besoin d'être convoqué. C'était ce rêve qui était en train d'être emballé avec les décorations. Je me suis rendu compte que je ne voulais pas que cet endroit soit un sanctuaire du pardon, attendant une famille qui ne frapperait jamais à la porte pour les bonnes raisons. Alors j'ai cessé d'attendre. Le lendemain, j'ai pris le train de retour pour Paris, vers mon appartement, vers mon silence. Et pour la première fois depuis longtemps, ce silence ne ressemblait pas à une punition. De retour à Paris, avec le chalet déjà entre d'autres mains et le silence installé dans mon appartement, j'ai pris une décision. Elle n'était ni impulsive ni émotionnelle, elle était froide, calculée et complètement délibérée. Je n'allais pas laisser passer ce que Aurore avait fait, pas parce que je m'intéressais à l'argent, mais parce qu'il y avait une ligne qu'elle avait franchie. Et permettre que cela reste sans conséquence lui apprendrait qu'elle pouvait continuer à le faire, que tout avait un prix, et que ce prix était mon silence. J'ai appelé Delphine le lendemain. Quand je lui ai dit que je voulais engager des poursuites, il n'y a eu aucune surprise dans sa voix. Je crois que depuis le jour où je lui ai montré le contrat falsifié, elle savait que nous en arriverions finalement là.
Elle avait déjà tout documenté avec précision, le contrat avec ma signature falsifiée, les courriers électroniques échangés entre Aurore et l'agence, les copies des clés gérées à mon insu et sans mon autorisation, et la note de l'agent confirmant l'accord de perception des loyers à mon nom. C'était un dossier propre, ordonné et dévastateur. Elle a examiné les documents une seconde fois et m'a dit, « Vous avez un dossier solide. Il y a usurpation d'identité, falsification de documents privés dans l'intention de commettre une fraude et tentative d'escroquerie immobilière. Si les autorités décident d'élargir les chefs d'accusation, il y a de la place pour le faire. » Puis elle a levé les yeux et m'a demandé, « Êtes-vous sûr de vouloir aller de l'avant avec ça ? Une fois la plainte déposée, il n'y aura pas de retour en arrière. » Je n'ai pas hésité une seconde. Je lui ai répondu que oui, de tout déposer et que je n'étais disposé à rien négocier. La plainte formelle a été déposée à la mi-janvier. Dès que Aurore a été officiellement notifiée, le chaos a commencé à s'étendre rapidement. La première étape était prévisible. Son avocat, un homme à la voix douce et aux manières soignées, a demandé une réunion pour explorer une solution privée. Il est arrivé avec une proposition soigneusement rédigée dans laquelle Aurore reconnaissait ce qui s'était passé. Elle se montrait disposée à compenser financièrement les dommages et suggérait qu'une résolution discrète éviterait l'usure d'un long processus judiciaire pour les deux parties. Il m'a parlé des enfants, de la stabilité du foyer et de l'impact qu'un procès aurait sur toute la famille. J'ai tout écouté avec attention et sans l'interrompre. Quand il a terminé, je lui ai répondu sans élever la voix qu'il n'y avait rien à négocier, qu'aucun accord privé ne m'intéressait et que nous nous verrions au tribunal. Il est parti avec un air surpris, comme s'il ne s'attendait pas à cette réponse. Ce qui a suivi fut la pression familiale, exactement ce que j'avais anticipé, même si cela ne le rendait pas moins douloureux. Le groupe de discussion, qui était resté silencieux depuis Noël, a immédiatement repris vie lorsqu'Aurore a commencé à faire passer le mot. Ma mère m'envoyait de longs messages me demandant de reconsidérer, de penser à ce que nous risquions, que nous ne pouvions pas détruire une famille pour une erreur. Mon père, toujours plus direct, me disait que j'étais cruel, qu'il y avait des façons plus civilisées de résoudre les choses. Loïc m'envoyait des messages à toute heure du jour, me rappelant que Jules et Nina étaient des enfants innocents, que je ne pouvais pas leur faire porter les conséquences de ce que leur mère avait fait et que si j'avais un peu de cœur, je devais y réfléchir à 2 fois. Fabien a également écrit, cette fois sans la froideur de son premier message. Il me disait qu'Aurore pleurait toutes les nuits, qu'elle était sous traitement médical, que toute la famille souffrait et que j'étais le seul à pouvoir arrêter ça. J'ai lu chacun de ces messages, je les ai tous lus attentivement, sans en sauter aucun. Puis je les ai fermés un par un, sans répondre à aucun, parce que je savais qu'il n'y avait rien que je puisse dire qui soit plus éloquent que mon silence. Pendant des années, ce silence avait été ma façon de céder. Maintenant, c'était ma façon de rester ferme. Le processus judiciaire s'est prolongé sur plusieurs mois. Aurore a engagé un avocat plus agressif pour la deuxième phase, un expert en litiges familiaux et immobiliers, qui a tenté de créer une narration alternative, qu'Aurore avait agi de bonne foi, croyant avoir une autorisation implicite. Que la communication entre frères et sœurs avait toujours été informelle et qu'il n'y avait aucune intention de fraude, mais plutôt un malentendu qui avait échappé à tout contrôle. C'était une stratégie intelligente conçue pour semer le doute raisonnable dans l'esprit du juge. Delphine a démonté chaque partie de la stratégie d'Aurore, pièce par pièce. Elle a présenté les courriers électroniques dans lesquels Aurore avait contacté l'agence en se faisant passer pour moi afin de gérer la location d'une propriété qui ne lui appartenait pas. Elle a montré le contrat avec la signature falsifiée. Elle a présenté le témoignage de l'agent immobilier, qui a confirmé qu'à aucun moment il n'avait parlé directement avec le propriétaire enregistré, mais uniquement avec Aurore. Et enfin, elle a présenté la chronologie complète des faits, comment Aurore avait commencé les démarches le 15 décembre, 10 jours avant Noël, ce qui prouvait que la réunion de famille au chalet n'était pas quelque chose de spontané ou d'occasionnel, mais l'exécution d'un plan qui était en marche depuis des semaines. Ce n'était pas un malentendu, c'était prémédité. Le jour du procès, toute la famille était présente dans la salle. Mes parents occupaient le premier rang avec cette expression de douleur contenue qu'ils savaient utiliser lorsqu'ils voulaient que l'on se sente responsable de leur souffrance. Loïc était au fond, les bras croisés et le regard fixé quelque part entre le sol et le néant. Aurore était assise à côté de son avocat avec un chemisier de couleur neutre et les cheveux attachés, sans bijoux et sans ses grandes lunettes de soleil. C'était la version la plus simple d'elle-même que j'ai vue de toute ma vie, et dans un coin de mon esprit, j'ai su que cela faisait aussi partie de sa stratégie.
Le verdict est tombé après 2 jours de délibération. Elle a été déclarée coupable de falsification de documents, d'usurpation d'identité et de tentative d'escroquerie immobilière. La sentence a été de 4 ans de prison avec possibilité de liberté conditionnelle au bout de 2 ans, selon son comportement et le respect des conditions imposées par le tribunal. De plus, elle a été condamnée à verser une compensation financière de 40 000 € à titre de dommages et intérêts en faveur du plaignant. Aurore a éclaté en sanglots au moment où le juge a fini de lire la sentence. Pas des pleurs contenus, mais des pleurs qui ont rempli la salle. Ma mère l'a serrée dans ses bras par-dessus la rambarde. Mon père a fixé le sol comme s'il avait besoin de quelque chose d'extérieur pour se soutenir, et Loïc a quitté la salle avant que la séance ne soit levée. Moi, je suis resté assis, les mains sur les genoux et le dos droit. Je n'ai ressenti aucune euphorie, je n'ai ressenti aucun désir de vengeance, j'ai ressenti quelque chose de plus calme et de plus durable, la certitude que les choses étaient à leur place, que ce qui s'était passé portait un nom et que ce nom entraînait des conséquences réelles. Que parfois le monde fonctionne. Avant de quitter le bâtiment, j'ai demandé à Delphine de s'occuper de faire don de l'intégralité des 40 000 € à une organisation de logement pour les familles en situation de vulnérabilité. Je ne voulais pas de cet argent, je n'en avais jamais voulu. L'argent n'avait jamais été l'objectif. Les mois qui ont suivi ont été les plus silencieux de ma vie d'adulte et aussi les plus clairs. La famille a disparu de mon horizon sans que j'aie besoin de rien faire pour que cela se produise. Ils ont cessé d'écrire, ils ont cessé d'appeler, et j'ai cessé d'attendre qu'ils le fassent. Ce fut une paix étrange au début, presque inconfortable, comme quand on arrête de porter un poids qu'on traînait depuis si longtemps qu'on ne se souvient plus comment c'est de marcher sans. Pendant ces mois, la vie m'a présenté l'une de ces situations que l'on ne cherche pas, mais qui arrivent avec une précision qui semble délibérée. Un contact de confiance m'a appelé avec une demande inhabituelle. Une association locale à but non lucratif qui se consacrait à l'octroi de microcrédits et d'un soutien financier aux mères isolées en situation de vulnérabilité traversait une crise que personne au conseil d'administration ne savait expliquer. Les fonds donnés diminuaient de mois en mois sans que les dépenses de fonctionnement ne justifient cette perte. Ils avaient engagé un comptable externe, mais ils n'avaient rien trouvé de concluant, et la directrice exécutive était désespérée. Mon contact m'a suggéré que, compte tenu de mon expérience en tant qu'entrepreneur et de mes connaissances dans la gestion de structures financières complexes, je pourrais peut-être vérifier les comptes de manière discrète. J'ai accepté sans poser trop de questions. Pour moi, c'était juste une occasion d'être utile, un problème financier de plus à résoudre, quelque chose de complètement étranger à tout ce que j'avais vécu ces derniers mois. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Il m'a fallu 3 jours pour examiner toute la documentation. 3 jours devant des écrans, des feuilles de calcul, des virements, des factures et des contrats. Au début, tout semblait normal, des irrégularités techniques, de petites négligences administratives, peut-être de l'inattention. Mais le 2e jour, quelque chose a commencé à changer. J'ai commencé à voir des noms qui m'étaient familiers, apparaissant dans des endroits où ils ne devraient pas être. Au début, je les ai ignorés, pensant que ce n'était qu'une coïncidence, que ma tête était encore trop encombrée par tout ce qui s'était passé pour penser clairement. Mais le 3e jour, je n'ai plus pu l'ignorer. Sans que je le demande, la vie m'avait remis face à ma famille. J'ai trouvé des virements irréguliers vers des comptes externes, des dépenses d'événements gonflées avec des factures qui ne correspondaient pas à des fournisseurs vérifiables, des dons de sponsors qui entraient correctement dans les registres officiels. Mais qui étaient ensuite fragmentés en transferts plus petits vers des comptes personnels. Tout était exécuté avec une telle précision que cela dénotait de la pratique et la certitude que personne n'y regarderait de trop près. Je suis resté immobile devant le bureau pendant un bon moment, regardant les chiffres, mon esprit traitant ce que je voyais. Les noms associés à ces comptes étaient ceux de ma famille. Ma mère apparaissait dans les registres comme trésorière honoraire, un poste qui lui donnait apparemment un accès suffisant aux fonds sans qu'aucun autre membre du conseil d'administration ne supervise ses mouvements. Loïc avait coordonné au moins 4 des événements de collecte de fonds au cours de la dernière année, des événements dont les budgets montraient des marges inexplicables entre ce qui avait été collecté et ce qui avait été dépensé. Pendant plus de 12 mois, ils avaient extrait de l'argent destiné à des femmes qui avaient besoin d'un petit prêt pour monter une entreprise, payer une dette ou simplement subvenir aux besoins de leurs enfants. Et ils l'avaient redirigé vers leur propre poche avec le même naturel avec lequel, pendant des années, ils m'avaient extrait du temps, de l'argent et de la patience. Je suis resté assis avec tout cela pendant une journée entière avant de décider quoi faire. J'aurais pu dénoncer ma famille.
J'avais les preuves nécessaires et Delphine aurait monté le dossier en moins de 48 heures. Mais quelque chose en moi m'a arrêté. Ce n'était pas de la compassion, du moins pas au sens conventionnel. C'était un épuisement différent, l'épuisement de quelqu'un qui a passé trop de temps en mode réaction, à se défendre, à lutter pour la justice à chaque instant. J'avais fait ce que j'avais à faire avec Aurore et j'avais tenu bon jusqu'à la fin, mais je ne voulais pas passer ma vie dans les tribunaux. Je ne voulais pas que mon histoire soit celle de quelqu'un qui lutte toujours contre quelque chose. Je voulais commencer à construire vers quelque chose. Je les ai convoqués à une réunion. Les trois, ma mère, mon père et Loïc, se sont présentés avec une mine de confusion sincère, sans savoir pourquoi je les avais convoqués. Je me suis assuré que la réunion se tienne dans un lieu neutre, un café tranquille en centre-ville, sans caméra ni avocat présent, juste nous quatre, et j'ai posé les documents sur la table. Sans préambule, je les ai laissés lire en silence. J'ai vu comment la couleur quittait leur visage à mesure que les pages passaient de main en main. Ma mère a été la première à essayer de parler. Je lui ai demandé calmement d'attendre qu'ils aient fini de lire. Mon père a été le premier à terminer. Il a fermé le dernier document, l'a posé sur la pile et m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas celle de l'homme passif-agressif de toujours, ni celle du père qui insistait pour que les affaires familiales se règlent en privé. C'était le regard de quelqu'un qui sait qu'il a été découvert et qui n'a rien de valable à répondre. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-il finalement demandé. J'ai déjà informé le conseil d'administration de l'association des irrégularités que j'ai trouvées, ai-je répondu d'une voix ferme. Ils évaluent comment procéder en interne. Quant à moi, je ne porterai pas plainte, mais rendez l'argent que vous avez pris et corrigez ce que vous avez fait. Et si j'apprends à l'avenir que vous ne l'avez pas fait, alors je devrai prendre des décisions plus drastiques et agir en conséquence. Les trois m'ont regardé en silence, avec une expression mêlant soulagement et peur, comme s'ils acceptaient en silence mes paroles. Alors, ma mère a essayé de parler. Elle m'a dit que nous étions une famille, qu'il y avait des choses qui nous unissaient et que cela ne devait pas nécessairement se terminer ainsi. Je l'ai regardé fixement, sans colère, sans affection, et lui ai répondu que la famille qu'elle décrivait n'avait jamais existé, du moins pas pour moi. Ensuite, je me suis levé, j'ai laissé suffisamment d'argent sur la table pour couvrir ce que j'avais consommé et je suis sorti sans me retourner. Ce qui a suivi fut, pour la première fois depuis de nombreuses années, entièrement à moi. Je me suis associé à cette association à but non lucratif pour aider à la reconstruire de l'intérieur, non pas en tant que figure publique ou sponsor dont le nom apparaîtrait sur les murs, mais en tant que personne qui comprenait les chiffres et savait comment créer des systèmes solides. Nous avons passé des mois à travailler sur de nouveaux contrôles financiers, à établir un comité d'audit indépendant et à créer un protocole de transparence pour que les donateurs puissent voir en temps réel où allait leur argent. Avec le temps, et sans que j'aie besoin d'intervenir directement, les choses ont commencé à se mettre en place d'elles-mêmes. Le conseil d'administration a géré les conséquences de ce que j'avais trouvé dans les registres. Des semaines après la remise de mon rapport, ma mère a démissionné de son poste de trésorière honoraire sans donner d'explication publique. Peu de temps après, Loïc a également présenté sa démission en tant que coordinateur d'événements. Avant de se désengager complètement, tous deux ont remboursé l'argent qu'ils avaient retiré de manière irrégulière. Le transfert a été discret, il est arrivé sur les comptes de l'association sans aucune lettre ni message. Il n'y a pas eu d'excuses, ni d'appel, ni de mots, seulement l'argent rendu et le silence qui l'accompagnait. Cette restitution fut le dernier signe de vie que j'ai eu d'eux. Je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles. Voir l'association se stabiliser, voir les premières bénéficiaires recevoir leur microcrédit sans que personne ne puisse dans ce fonds a été l'une des satisfactions les plus silencieuses et authentiques que j'ai connues depuis longtemps. Parallèlement, j'ai commencé à construire quelque chose qui prenait forme dans ma tête depuis un certain temps, une petite fondation, sans nom accrocheur ni stratégie de visibilité. Dédiée à offrir une orientation juridique et financière gratuite aux jeunes issus de milieux modestes qui voulaient entreprendre mais ne savaient pas par où commencer. Qui avaient signé quelque chose sans le comprendre ou qui avaient simplement besoin que quelqu'un leur explique qu'ils avaient des droits et comment les exercer. Des personnes qui n'avaient pas les moyens de se payer un avocat et qui finissaient donc par absorber des pertes qui n'étaient pas les leurs. Des personnes comme je l'avais été pendant trop longtemps avant d'apprendre que le silence n'est pas une forme de générosité, c'est simplement une habitude que personne ne vous apprend à briser. Avec le temps, la fondation a grandi naturellement. J'ai réinvesti une partie des bénéfices de mes investissements pour élargir sa portée, en embauchant de jeunes avocats intéressés par le travail bénévole.
en formant des partenariats avec des cliniques juridiques universitaires et en créant une plateforme numérique simple où toute personne pouvait expliquer sa situation et recevoir une orientation gratuite. Ce n'était pas une start-up avec des métriques de croissance ou des levées de fonds. C'était quelque chose de plus lent, de plus humain, et chaque cas que nous résolvions, chaque personne qui avançait en se sentant moins seule, était un rappel silencieux des raisons pour lesquelles il valait la peine de construire cela, sans avoir besoin d'applaudissements ni de reconnaissance. Le soir, dans mon appartement de Paris, avec vue sur la Seine et avec une plaque dans l'entrée que j'avais achetée dans un magasin de souvenirs, qui avait attiré mon attention pour ce qu'elle disait, je m'autorisais à penser à l'avenir d'une manière qui, pendant de nombreuses années, m'avait semblé être un luxe inutile. Je ne le faisais pas avec urgence ni avec nostalgie, mais plutôt avec curiosité. Je voulais continuer à construire des projets, des connexions, et peut-être un jour avoir ma propre famille, non pas celle qui m'était échue, mais une que je pourrais choisir avec soin, une qui serait basée sur l'honnêteté et la présence réelle. Et non sur la carte postale parfaite et le silence complice qui l'accompagnait. Je ne savais pas quand ni comment tout cela arriverait, mais je ne ressentais plus l'anxiété de calculer les temps. J'avais appris à la dure que les choses qui en valent vraiment la peine ne s'improvisent pas et ne se publient pas sur les réseaux. Elles se construisent lentement, avec les mains propres, avec les bonnes personnes et avec suffisamment de lucidité pour les reconnaître quand elles arrivent. J'ai regardé la plaque une dernière fois avant d'éteindre la lumière. Ce soir-là, elle disait toujours la même chose que le jour où je l'avais accrochée. Ne confonds pas ancienneté et loyauté. Ceux qui sont là depuis le plus longtemps ne sont pas toujours les tiens, mais plutôt ceux qui te voient vraiment et sans faire semblant. J'ai éteint la lumière. Je suis allé me coucher et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas endormi en pensant à ce que j'avais perdu, mais à ce que j'étais en train de construire. Le lendemain, il y aurait du travail à faire, des personnes à aider, des décisions à prendre. La vie continuait et je continuais avec elle vers l'avant sans regarder en arrière. Commentaire, j'ai été vraiment touché par cette histoire et je voulais partager quelques réflexions avec vous. Parfois, la chose la plus importante que l'on puisse faire pour soi, c'est d'apprendre à poser des limites claires, sans culpabilité. On se rend compte que choisir la paix, ce n'est pas abandonner les autres, mais plutôt commencer à se respecter soi-même. Cette prise de responsabilité nous permet de ne plus accepter en silence ce qui nous abîme. La gentillesse est une belle chose, mais elle ne doit jamais nous coûter notre propre sérénité. Guérir, c'est souvent accepter que certaines relations nécessitent de la distance pour que l'on puisse respirer à nouveau. Je vous invite simplement à réfléchir à vos propres limites au quotidien. Choisir la paix intérieure est une force tranquille, et non une faiblesse. Et si, aujourd'hui, vous décidez de donner la priorité à votre bien-être, sachez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces réflexions vous accompagneront longtemps. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.